Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Média Pro. Pour la 4e semaine d'affilée, la région de la Palestine à Gaza est constamment bombardée. Toujours des victimes. Aujourd'hui, une corporation est essentiellement visée, celle des journalistes. Plus de 40 journalistes et caméramans ont été tués dans ce conflit. Avant de commencer le débat, on regarde cette vidéo et on revient à la discussion. ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ننقله على شبكة الجزيرة، حيث استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل الزميل وائل الدحدوح. كان معنا قبل قليل وتابع القصف الذي استهدف المنطقة التي استشهد فيها عدد من أفراد عائلة. من بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، من بلدة عبسان، من منطقة الزمة، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، محمد أبو حطب من مقر الصليب الأحمر في غزة، من رفح محمد أبو حطب تلفزيون فلسطين. في التراب نستطيع أن نحتمل، لقد أنهكنا، إننا هنا ضحايا شهداء مع فرق التوقيت فقط. نحن نمضي واحدا تلو الآخر ولا أحد ينظر إلينا ولا إلى حجم الكارثة والجريمة التي نعيشها في غزة. لا حماية، لا حماية دولية، لا حماية دولية على الإطلاق، ولا حصانة لأي شيء. لا تحمينا هذه الدروع ولا تحمينا هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط. هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق، على الإطلاق لا تحمينا هذه الدروع ولا هذه ما نرتديها فقط، هي شعارات فقط. نحن هنا ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر بلا أي ثمن. نمضي شهداء فقط مع فرق التوقيت. نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر. زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط وغادرنا الآن، هو وزوجته وابنه وأخيه وكثير من عائلته هم ضحايا هنا في داخل المستشفى. Whole square in the middle of the Bridge refugee camp in the middle area got demolished by dozens of the Israeli rockets. As you can see behind me, it's a whole square, a big one. More than 10 houses got demolished by the Israeli. The Israeli artillery also keep firing right now. Hundreds, not dozens, hundreds of people are under the rubble, injuries and casualties. شكرا على كل رسائل التضامن والاتصالات والسؤال عنا والتضامن معنا والدعوات لنا. بالتأكيد هذا شيء كان مهما بالنسبة لنا، لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء. فالساحة والمحاور ما زالت تشتعل كما ترون بالغارات وبالقصف المدفعي والتطورات متلاحقة. فرأيت أن من واجبي رغم الوجع ورغم الجرح النازف أن أعود سريعا وألتقيكم من خلال عدسة الكاميرا عبر مواقع التواصل. يعطيكم العافية وأسألكم الدعاء دائما وأبدا. السلام عليكم. Voilà, c'était les images du journaliste palestinien Abu Hatab et Wael Dahdoh, dont la famille a été décimée lors d'un bombardement à Gaza. Plus de 40 journalistes et caméramans ont été tués durant ce conflit. Alors, il y a 40 journalistes et professionnels des médias, 31 Palestiniens, un Libanais, 8 journalistes ont été blessés,
3 journalistes sont portés disparus et 8 journalistes ont été arrêtés. Alors, messieurs, la corporation de la presse paye un lourd tribut pour justement diffuser la réalité de ce qui se passe à Gaza. Évidemment, l'État sioniste ne souhaite pas que la chaîne Al Jazeera ou d'autres chaînes comme la chaîne palestinienne diffusent la réalité de ce qui se passe et alerte l'opinion publique sur le génocide du peuple palestinien. Oui, c'est parce que, on l'a déjà dit dans une précédente émission, c'est que les journalistes sont devenus une cible militaire pour l'armée d'occupation israélienne. Ils ont, à l'heure actuelle, assassiné, parce que c'est un assassinat, plus de 50% des journalistes présents à Gaza. Ça veut dire il me semble que, puisqu'il n'y a pas de condamnation internationale, mis à part certaines organisations des droits humains, Human Rights Watch, Amnesty International, Reporters sans frontières et certaines organisations, Committee to Protect Journalists, qui est un comité américain, qui ont un peu dénoncé ce qui se passe. Il y a quand même un silence assez curieux, parce que le département d'État, il y a 2 jours, américain, parlait des journalistes tués ou ciblés, etc. Mais il n'a pas à aucun moment parlé de ce qui se passe à Gaza, parce que, et même la question a été posée à John Kirby, qui est le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche, par des journalistes américains, parce qu'il y a quand même des journalistes honnêtes dans certains pays, notamment aux États-Unis, en lui disant qu'Israël est en train de cibler des journalistes qui ne font que leur travail, dit qu'il n'y a aucune preuve qu'il y ait des journalistes tués à Gaza. Parce que vous savez que la Maison-Blanche a décidé de s'aligner totalement sur les thèses israéliennes, les thèses de la propagande militaire israélienne. Et donc, je pense que depuis Shirin Abu Akleh et le ciblage de Wael Dahdouh, qui est un journaliste très courageux d'Al Jazeera, Wael Dahdouh est dans le collimateur de la propagande israélienne et des services secrets israéliens depuis très longtemps, parce que lui, c'est un journaliste qui a fait beaucoup d'investigations, il est journaliste permanent à Gaza, pour la précision. Son émission s'appelle Mawama Khafiya A'zam, où il a quand même dévoilé beaucoup de vérités sur ce qui se passe à Gaza, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites sur le comportement au dehors des zones de guerre actuellement, et la guerre que mène Israël. Il a parlé de la société durant plusieurs années. Parce qu'il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de drames familiaux, il y a beaucoup de choses qui n'apparaissent pas à l'écran. Et donc je pense que le ciblage des journalistes est voulu. Il s'agit maintenant de détruire toutes les preuves, parce que c'est grâce à ces journalistes courageux que nous saluons que nous arrivons à avoir des images de Gaza, des bombardements de Gaza, des bombardements d'hôpitaux. Comme aujourd'hui, il y a eu aussi un bombardement d'un hôpital, et les hôpitaux sont également une cible pour l'armée israélienne. Ils ont décidé de raser tous les hôpitaux, et ils le disent clairement, parce qu'il y a certains militants, entre guillemets, de ce qui est appelé la société civile, qui réclament ouvertement la destruction des hôpitaux sous prétexte qu'il y aurait des militants de Hamas qui se cacheraient en dessous, alors qu'il n'y a aucune preuve, évidemment, parce que le mensonge qui est véhiculé à travers la thèse militaire israélienne n'accepte pas qu'il y ait d'autres témoins, des témoins gênants que sont les journalistes. Et il me semble que tous les journalistes qui sont à Gaza sont tous ciblés. Parce qu'Israël, puisqu'il n'y a aucune force ou puissance internationale, aucune ce qui est appelé la communauté internationale, n'est capable d'arrêter le massacre et le génocide, parce que ce qui se passe à Gaza, c'est des crimes de guerre. Les civils, quand ils sont ciblés par des avions militaires, sont donc des crimes qui relèvent de crimes de guerre et même de crimes contre l'humanité quand il y a des enfants, parce que maintenant il y a plus de 3500 enfants. On n'oublie pas qu'il y a aussi près de 600 enfants qui sont sous les décombres. Israël va faire disparaître toute preuve, parce qu'on sait bien qu'un jour ou l'autre, l'histoire ne va condamner ce qui s'est passé, et que certains criminels de guerre qui ont ordonné l'assassinat des civils vont probablement répondre de leur acte. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de preuves, qu'il n'y ait pas d'image, qu'il n'y ait pas de témoins, on cible les journalistes. Alors, Sofiane Baroudi, vous avez suivi un petit peu ce qui se passe à Gaza. Où est justement un Reporters sans frontières dans cette tuerie délibérée des journalistes? Alors, on remarquera qu'il y a manifestement une absence de certaines ONG qui étaient très actives sur des dossiers moins flagrants, parce qu'il s'agit... Très actives, par exemple, en Ukraine. Hein. Très actives en Ukraine et aussi... Il a suffi qu'un journaliste américain, d'ailleurs c'est un faux scoop, hein, c'est un fake news, l'information sur le journaliste américain qui a été tué en plein conflit en Ukraine
finalement qui était un fake news a été amplifié dans les médias occidentaux, comme quoi on assassine des journalistes en Ukraine. Et même sur l'Ukraine, il s'agissait d'un parti pris clair parce qu'il y a des journalistes russes qui ont été assassinés par des procédés notoirement terroristes, mais ça n'a pas ému plus que ça. C'est-à-dire que certaines ONG qui se sont fait connaître pour défendre les grands principes que sont par exemple la liberté de la presse, qui est un droit inaliénable, ne se sont pas manifestés parce qu'il s'agit clairement d'une complicité vis-à-vis d'une pratique qui pourtant est une pratique assumée à ciel ouvert, celle d'un génocide et d'une épuration ethnique clairement assumée. Parce que même le ciblage des journalistes qui s'opèrent actuellement en Palestine occupée, à Gaza, mais pas seulement, au Liban aussi, il y a eu le correspondant de Reuters qui a été tué par l'armée d'occupation à travers un bombardement à l'artillerie lourde. C'est-à-dire qu'il y a aussi un cap qui a été franchi dans l'atrocité et le fait d'assumer le crime de guerre caractérisé, c'est que ce n'est plus comme c'était le cas dans beaucoup de conflits où il y avait des journalistes qui étaient tués, mais c'était difficilement étayable parce qu'il s'agissait, si vous voulez, de journalistes qui étaient tués dans le cadre de combats ou alors par des tireurs d'élite. Là, il s'agit de ciblage via des armements lourds, par des avions de chasse pour décimer, pour le cas de Wael Dahdouh et même de Abou Hatab, qui est le correspondant de la télévision palestinienne, de décimer toute la famille. Et donc, il s'agit vraiment d'envoyer un climat de peur, un petit peu exactement, dans la corporation. De punition collective et d'assumer un caractère ouvertement criminel de restriction et de violation de tous les droits fondamentaux, y compris du droit à la vie. Il ne s'agit pas seulement du droit de l'exercice, si vous voulez, de la liberté de la presse. Parce qu'il faut se rappeler qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'après 20 jours ou plus de pilonnage intensif via la tactique terrible du tapis de bombe qui décime des civils à tour de pelle dans la bande de Gaza, qui est la zone la plus concentrée en habitation au monde, on vit aussi une invasion terrestre avec des moyens complètement disproportionnés dans des zones urbaines. Et dès les premières heures, les journalistes ont été avisés, c'est-à-dire qu'il s'agissait clairement d'une menace directe, voire d'un acte de décès qui a été signé, d'un acte d'assassinat, en mettant en garde tous les journalistes qui étaient présents dans la bande de Gaza et en disant « votre sécurité n'est pas garantie ». Et donc, je pense que le caractère le plus important, c'est que ce qui est opéré vraiment à ciel ouvert et de manière assumée, et que c'est vraiment, en dernière analyse, une sorte d'insulte à l'humanité. Alors, en parlant d'humanité, Reda Hariresh, le génocide et le massacre des Palestiniens continuent, mais jusqu'à maintenant, malgré la résolution des Nations Unies, sur le plan international, rien ne bouge. Disons que la semaine dernière, les Nations Unies ont voté une résolution qui devrait être contraignante, mais manifestement, c'est la énième résolution qui concerne le conflit palestinien qui est voté depuis plusieurs décennies et qui ne trouve pas preneur jusqu'à maintenant. Maintenant, en ce qui concerne, je dirais, les victimes, on approche maintenant, ça fait depuis presque 4 semaines, les 10 000 morts. Et on ne voit pas d'issue, c'est-à-dire que le cessez-le-feu n'est pas coercitif. Les Nations Unies, certes, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais ça reste un niveau diplomatique. Tant qu'on ne trouvera pas de canal de transmission efficace, c'est-à-dire et tant qu'il n'y aura pas, je dirais, une force qui soit établie pour faire respecter un cessez-le-feu, eh bien, ça restera lettre morte, comme on le voit d'ailleurs. Faisal Metaoui, quand on parle justement de la médiatisation de la guerre à Gaza, il n'y a que des journalistes palestiniens qui travaillent pour les chaînes étrangères, que ce soit les agences ou bien les télévisions étrangères. Aujourd'hui, aucun journaliste occidental ou étranger à Gaza ne souhaite ou ne veut travailler dans cette zone. Il y a des journalistes qui veulent travailler. Il y a eu même un communiqué qui a averti Reuters et l'AFP, leur disant « j'assure pas la sécurité de vos éléments ». Le bureau de l'AFP a été bombardé. Oui, le bureau de l'AFP a été bombardé pour la simple raison qu'on fait des pressions sur l'AFP, sur l'AFP, l'agence France Presse, depuis un certain temps, parce que l'agence France Presse refuse d'utiliser le terme terroriste pour Hamas. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de critiques contre l'agence de presse. Et j'ai lu une explication de Phil Chetwynd, qui est le directeur de l'information de l'AFP, qui dit que il dit que la guerre entre Israël et Hamas, la guerre, est l'un des sujets les plus difficiles et les plus clivants que l'AFP ait à couvrir. Et il a précisé que l'AFP est une agence qui va
faire son travail malgré toutes les pressions. C'est une longue explication. Nous savons que le conflit, a-t-il écrit, va durer, que d'autres difficultés nous attendent en dépit des pressions. Donc il y a des pressions qui sont faites contre l'AFP. Nous nous sentons investis d'une énorme responsabilité et d'une mission. Les messages de soutien de nos clients et de la solidarité des collègues nous donnent du courage. Et vous avez, comme l'a souligné Soufiane, Israël a puni l'AFP en ciblant son siège à Gaza parce que la propagande militaire, parce qu'il faut parler toujours en termes de propagande militaire. Dans la propagande, il y a beaucoup de mensonges. Ne veut pas d'agence de presse étrangère, ni arabe ni occidentale. Et il y a beaucoup de journalistes que j'ai appris, notamment européens et même nord-américains, qui sont empêchés de partir. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler. Il y a beaucoup de journalistes qui sont courageux, qui veulent aller travailler, faire leur métier de journaliste. On sait que c'est un métier difficile et dangereux, mais qui sont empêchés par les médias parce qu'ils leur disent « on ne peut pas vous assurer ». Et même si les médias sont d'accord pour que les journalistes aillent, les assureurs disent, parce qu'en Europe et en Amérique du Nord, les assureurs imposent parfois leurs règles, on ne vous assure pas. C'est une zone plus compliquée, plus difficile que la Syrie, par exemple. Pardon, au risque. Donc si vous partez, vous assumez votre responsabilité. C'est une manière de censurer, en fait. De censurer, oui. D'empêcher les médias d'arriver dans cette zone pour ne pas montrer, comme l'a dit Sofiane, le génocide qui est commis à ciel ouvert depuis maintenant une trentaine de jours. Alors, le traitement médiatique sur les chaînes françaises est en train de changer de temps. On accorde justement un peu plus de place aux intervenants palestiniens. On regarde un extrait d'un échange entre Maher Habib, le représentant de LR, le député représentant des Républicains, et Majid Baya, qui est l'ambassadeur de la Palestine à New York. Donc on regarde le débat, un échange un petit peu houleux, mais dans lequel le Palestinien a remporté la manche. Israël doit réagir, ne serait-ce que pour retrouver sa force de dissuasion. Mayed Bamia. Mais de quoi vous parlez? Les gens voient les images, les gens voient des familles, 40 personnes à la fois en train d'être tuées. De quoi vous parlez? Une armée qui tue à 70% des enfants et des femmes est une armée morale. Vous devriez avoir honte. Laissez-le répondre. Laissez-moi finir. Il y a un moment où quelqu'un doit vous arrêter. Quelqu'un d'irresponsable et de raciste comme vous doit être arrêté et mis à sa place. Moi, je vous le dis très clairement, on ne justifie pas les morts civiles. Parce que si vous permettez de dire... Les gens peuvent dire aussi, tous les Israéliens sont dans une armée de conscription où les femmes et les hommes servent. Donc, tous sont des cibles légitimes. Ça n'est pas acceptable. Les gens peuvent dire, ils ont élu celui-ci ou celui-là, donc ils sont des cibles légitimes. Alors, on a vu justement cet échange assez fort entre l'ambassadeur de la Palestine à New York, Majid Bamia, et le représentant, le député français pro-sioniste, il faut le préciser, Maher Habib. La terminologie justement des mots est très importante sur un plateau de télévision, surtout sur LCI ou CNews. Non, dans ce cas de figure, il faut dire ultra-sioniste, Salim. Ultra-sioniste, oui. Ultra-sioniste, parce que dans le cas de... Concernant Maher Habib. Oui, concernant Maher Habib, il appartient à un mouvement juif radical qui est autorisé en France. Et je vous rappelle qu'en 1988, il avait été condamné pour agression avec arme blanche qui a entraîné d'ailleurs... une ou deux personnes ont souffert, sont restées dans un état comateux. Il avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Donc l'acte en lui-même, il a été qualifié d'acte terroriste, même si l'organisation à laquelle il appartient n'est pas considérée comme une organisation terroriste malgré les faits de violence qui lui sont reprochés. Mais en ce qui concerne Maher Habib, la justice avait estimé qu'il avait commis un acte terroriste. Mais malgré tout, il a réussi à s'en sortir parce qu'il a bénéficié d'interventions au lieu pour le libérer et il échappe donc, il est réussi par la suite. Devenu parlementaire. Oui, à se lancer dans l'activité politique.
Mais on a constaté que le 3 février dernier, donc en 2023, à l'occasion des élections législatives qui ont été organisées, son élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel parce qu'ils ont constaté des irrégularités et un certain type de trafic. Donc il n'a pas changé dans ses méthodes. Comment expliquer, Reda, le fait qu'il soit présent énormément sur le plateau de télévision, notamment sur LCI et CNews, et à chaque fois on le met en face d'un responsable palestinien pour un petit peu faire l'équilibre dans le débat? Eh ben, à partir du moment où... Il y a lui, il y a Eli Chouraki, le réalisateur, qui est disons, un intervenant permanent sur I24, la chaîne israélienne d'information, et qui insulte quotidiennement un petit peu le monde arabe, le monde musulman, mais également, surtout, le peuple palestinien. Alors, dans le cas d'Eli Chouraki, c'est une colombe qui s'est transformée en faucon avec le temps. C'est différent. Ils n'ont pas le même type, c'est pas le même type de figure, parce que Eli Chouraki, c'était une figure médiatique très connue et qui était beaucoup plus, qui allait davantage vers le centre. Mais au cours de ces dernières années, il s'est progressivement radicalisé, mais dans le cas de Meir Habib, c'est un ultra-sioniste qui bénéficie donc d'un temps de couverture médiatique très important, parce que tout simplement, il y a une très grande influence du lobby sioniste sur les médias en France, et il est autorisé à intervenir quand il le veut et avec qui il veut, même si de temps en temps, notamment ces derniers jours, il y a une tentative au sein du champ médiatique français de rééquilibrer un peu plus la couverture médiatique vers les Palestiniens, parce qu'il y a une demande pressante de la part des citoyens français qui veulent un autre son de cloche qui corresponde davantage à ce qu'ils voient dans les autres chaînes qui leur arrivent du monde entier en ce qui concerne le conflit palestinien. Alors, surtout du monde arabe. Hein. Oui. Le monde arabe et l'Amérique du Sud aussi, parce qu'il faut souligner l'attitude de certains pays de l'Amérique du Sud qui ont... Il me semble que la Bolivie a rompu ses relations avec Israël et que la Colombie a demandé à l'ambassadeur de quitter il faudrait qu'on s'intéresse un peu plus... Donc il y a quand même avec l'aide de Sofiane Baroudi, en la prochaine émission, on s'intéresse un petit peu le traitement médiatique dans les pays d'Amérique latine, parce qu'il est vrai qu'on ne reçoit pas beaucoup d'images de l'Amérique latine, mais elle est très très positive en faveur des Palestiniens. Parce qu'il me semble que l'influence de certains lobbies évoqué par Reda est moindre dans certains pays de l'Amérique du Sud, parce que ce n'est pas l'Amérique latine, contrairement à l'expression propagée par les anciens colonisateurs. L'Amérique du Sud, il y a des pays quand même où il y a un certain équilibre dans les médias, parce qu'il faut, Sofiane connaît bien l'espagnol, donc s'intéresser à cette région, la Bolivie, la Colombie, le Cuba, le Venezuela, probablement aussi l'Argentine, où il y a une forte communauté arabe. Et donc, c'est pas le monde, c'est pas l'Occident. Le monde, c'est pas uniquement une partie de l'Europe ou l'Amérique du Nord. Même en Amérique du Nord, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour demander de l'équilibre, comme c'est le cas, parce que le fait qu'on invite des Palestiniens dans les plateaux de certaines télévisions européennes, notamment françaises, c'est tout à fait récemment. C'est récent et encore, c'est des bons intervenants. Oui, parce que il y a l'ambassadrice aussi de la Palestine qui intervient souvent sur les plateaux de télévision. Parce que j'ai vu beaucoup de commentateurs, des gens plus ou moins indépendants, parce que maintenant il faut parler en termes d'indépendance, qui ont beaucoup critiqué l'attitude des médias, et donc de certains médias qui pensent à leur déontologie, à leur crédibilité, ont commencé à plus ou moins équilibrer, parce qu'il y a aussi des opinions publiques qui ont réagi en manifestant dans les rues à travers le monde, dans plusieurs pays. Les manifestations, certaines images ne paraissent pas dans les médias, dans les grands networks, mais cette opinion publique internationale qui est dégoûtée, ou si vous voulez, offusquée et choquée par ce qui se passe en Palestine, les médias ne peuvent pas rester insensibles tout le temps, malgré les influences, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de médias qui sont concentrés entre les mêmes mains, notamment en Europe, des mains qui ont des liens directs avec Israël. Cette situation ne peut pas durer. Oui, Sofiane, vous voulez rajouter quelque chose? Parce qu'il y a vraiment, au départ, si vous voulez, même le fait de cibler directement des journalistes, ça part d'un constat d'échec qui est celui d'une perte d'influence sur le débat public et sur les opinions publiques au niveau international. Parce que je rappellerai qu'à la base, il y a une forme d'occultation, qui est une occultation originelle, qui est celle de l'occultation de l'occupation et de la colonisation de la Palestine par une entité impérialiste
colonialiste et un régime d'apartheid qui est reconnu comme tel au niveau international. Et dans ça, il y a une série de mouvements internationaux et aussi d'États qui prennent en considération cet aspect-là. Et donc, la résistance nationale palestinienne a vraiment réussi à gagner la bataille au niveau des opinions publiques et au niveau de la sympathie internationale. Et si vous voulez, le fait d'assumer un génocide à ciel ouvert ne fait en réalité que dévoiler le vrai visage de ce qui est non pas seulement une expression sioniste comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans, c'est l'expression d'une forme de fascisme au niveau mondial, un fascisme qui est assumé. Et dans ça, si vous voulez, même en France, c'est très difficile à assumer ce genre de paradoxe. Je rappellerai que le président colombien, par exemple, qui a fait des gestes très importants, le Venezuela aussi, etc., mais le président colombien, dès la première semaine, a utilisé une parabole très importante. Il a dit que ce qui se passait ressemblait au ghetto de Varsovie. Oui. Et à l'insurrection du ghetto de Varsovie. Le président russe aussi a parlé de la bataille de Stalingrad, ou plutôt du siège de Stalingrad, pour qualifier l'ignominie de ce qui se passe à Gaza. Et en ça, on se retrouve, si vous voulez, dans un état de fait de 70 ans où ce qui s'est passé depuis 1945, en réalité, est en train d'être reproduit. On est en train de vivre une situation de barbarie et beaucoup de peuples et d'États refusent de cautionner cela. Alors, avant de poursuivre le débat, on va regarder un extrait de l'intervention de la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, qui a vraiment réagi concernant la polémique sur Benzema, mais qui a un petit peu lancé le débat sur la terminologie, justement, des mots dans les médias et même dans la scène politique française. Ainsi, le footballeur Karim Benzema serait un dangereux extrémiste en lien avec les frères musulmans, pour citer M. Darmanin. Fait gravissime, on parle de le déchoir de sa nationalité. Son tort, un tweet de soutien aux femmes et enfants de Gaza sous les bombes. S'il vous plaît, mes chers collègues, un peu de silence. La France de Darmanin est devenue le pays où le seul crime de Benzema est de s'appeler Karim. Madame la Première ministre. Voilà, c'était la députée Mathilde Panot qui a véritablement créé le débat sur la scène politique à l'Assemblée, justement française, mais surtout sur la scène politique, sur la terminologie des mots dans les médias, avec toute cette polémique sur Benzema. Moi, je voudrais revenir à Reda Halash, si vous permettez. Il y a plus de 80 ans, il y a eu un massacre en France, en 1944, le 10 juin 1944. C'est le massacre d'Oradour-sur-Glane, où des SS, justement de l'armée nazie, avaient tué 642 civils, hommes, femmes et enfants, massacrés, et toute la ville a été brûlée. À l'époque, on avait appelé les résistants qui défendaient justement ce village en France, c'était des résistants français. Alors que aujourd'hui, la terminologie des mots, les résistants palestiniens sont qualifiés par les médias français comme des terroristes. Alors pourquoi on n'accepte pas l'idée que les militants du Hamas et des résistants pour la liberté du peuple palestinien, et on garde justement dans les médias l'idée de défendre la France pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis comme des résistants à l'occupation? Le général de Gaulle, il avait déjà mis en garde les Israéliens en 1967 lors de la guerre des 6 jours. Il était contre le fait qu'ils aient mené cette attaque-là contre les pays arabes voisins. Il les a mis en garde en disant « vous allez traiter les Palestiniens de terroristes alors que ce sont des gens qui se battent et qui résistent pour préserver leur pays ». Donc c'est là-bas où il y a eu un basculement à ce moment-là. Et donc, on ne lui pardonnera pas ces propos parce qu'un an plus tard, il y a eu un mouvement de contestation qui a été organisé, dans lequel on retrouvera quelques contestataires très connus comme Cohn-Bendit et qui vont provoquer le départ du général de Gaulle. Donc, c'est vrai que c'est la géométrie variable, ce qui est valable pour les Palestiniens aujourd'hui. L'était aussi pour le FLN, en 1954-1962. Tout à fait. Voilà. Le président avait fait justement la liaison
pour la résistance, pour le peuple palestinien, la résistance du peuple algérien. Voilà. Alors, fort heureusement qu'à ce moment-là, quelques résistants qui s'étaient battus pour la libération de la France... Qui étaient considérés à l'époque par les médias français comme des hors-la-loi. Bien sûr. Ouais. Et qui étaient des résistants qui étaient aux côtés de Jean Moulin, notamment, et qui se sont battus pour la libération de leur pays et qui avaient des camarades qui sont venus d'Afrique du Nord, se sont ralliés à l'idée que les Algériens puissent eux aussi libérer leur pays et sortir de cette domination-là, surtout après le débarquement américain en Algérie en 1942, où on voyait que l'Algérie et toutes les autres colonies en Afrique allaient vers l'émancipation. Mais le temps est passé. Et maintenant, avec le conflit palestinien, on revient effectivement à un discours à géométrie variable. Lorsque les Palestiniens se battent, on les traite d'hors-la-loi, de terroristes. Je ne dirais pas que toute la presse française tient le même langage, mais on retrouve effectivement dans certains gros titres... sur les plateaux de télévision. Oui, sur les plateaux de télévision, c'est clair qu'il y a une tentative en quelque sorte de disqualifier leur combat et de dire qu'ils ne se battent pas parce qu'ils ne parlent jamais de la libération, de la tentative de libération de leur pays. C'est un terme qui n'est jamais évoqué. Et vous voyez que la terminologie qui est utilisée pour qualifier les combattants palestiniens, elle n'est plus la même lorsque on parle de l'Ukraine, par exemple. Là, dans le cas de l'Ukraine, on vous dira que toutes les organisations, y compris terroristes qui se battent actuellement en Ukraine, sont des résistants. Y compris les nazis. Y compris les néo-nazis, voilà. Parce que pour la propagande militaire israélienne, maintenant la diplomatie, on la laisse de côté, parce qu'il n'y a plus de diplomatie, c'est qu'il n'y a pas d'État palestinien. Il n'existe pas parce que l'extrême droite et les sionistes religieux israéliens qui dominent maintenant Israël ne veulent pas de la solution des deux États. Hal al-Dawlatayn, c'est-à-dire un État qui peut être viable, l'État palestinien. Donc c'est pour ça qu'on qualifie Hamas de terroriste, parce que ce n'est pas un mouvement de libération, ce n'est pas un mouvement qui lutte pour libérer des terres, parce qu'ils ont décidé, Netanyahou et ses compères, Netanyahou qui risque la prison parce que c'est un chef d'État corrompu, ont décidé que cet État n'existe pas. Et en matière de bombardement, vous avez cité Oradour-sur-Glane, parce que l'histoire nous apprend beaucoup de choses. En fait, les anciens colonisateurs, les Britanniques notamment, ont bien bombardé Dresde en Allemagne, en 1945, des milliers de morts. Les Américains ont bombardé Tokyo, des milliers de morts. Et donc en matière de bombardement de civils et de villes où il y a beaucoup de civils, ce n'est pas vraiment nouveau. Israël ne fait que continuer ce qu'ont fait les Britanniques, les Français aussi, et également les Allemands, parce qu'on oublie ce que les Allemands ont fait comme massacre en Namibie, les Portugais en Mozambique, les Espagnols aussi en Amérique du Sud, etc. Donc l'histoire nous apprend que c'est des continuités. Je pense que vous avez parlé de termes terroristes. Rappelez-vous, Nelson Mandela, le grand Nelson Mandela, était qualifié par Washington de terroriste. Et pourtant, Nelson Mandela, devenu chef d'État, il était reçu à la Maison-Blanche. Donc les Occidentaux... Aux Nations Unies aussi. Oui, les Occidentaux peuvent utiliser un terme, ils peuvent l'abandonner selon, évidemment, les intérêts, selon les orientations et selon ce qu'on veut exactement de tel ou tel mouvement. Mais quand il y a des mouvements de libération dans les zones du Sud, dans le sud du globe, ils sont évidemment catégorisés, mis dans des cases un peu particulières. D'où ce cafouillage. Parce que même en termes de sémantique, vous permettez Salim, les termes, si vous analysez ce qu'écrivent certains médias, Reda a raison de dire que ce n'est pas tous les médias, parce qu'il y a quand même des médias qui essaient de faire leur travail honnêtement. Les termes, c'est quand on parle de bombardement, le terme bombardement est proscrit, il n'est pas utilisé dans les médias occidentaux. Alors on dit toucher, cibler, viser. On ne parle pas du tout de mort et on met même en doute, j'ai vu même qu'un journaliste français qui disait les civils palestiniens, c'est une question, sont-ils des victimes accidentelles d'une guerre qui a été déclarée par le Hamas et qui est maintenant menée contre lui et ses dirigeants? On a posé la question aussi au porte-parole de la Maison-Blanche du Conseil de sécurité, Johnny Kirby, qui demande aux journalistes, il leur demande si vous comptez publier les chiffres sur les victimes à Gaza, je vous recommanderais franchement de ne pas choisir les chiffres publiés par une organisation terroriste. Ça porte parole d'un État qui proclame la liberté d'expression et la liberté de la presse.
Oui, juste un détail à rajouter, à mon avis, un détail de poids. La résistance pour les peuples opprimés est quelque chose qui est inscrit dans le droit international. C'est-à-dire que tous les peuples opprimés et les peuples colonisés, c'est-à-dire victimes d'un crime contre l'humanité qu'est la colonisation, ont le droit de se défendre via tous les moyens qui sont appropriés. Parce que le crime de colonisation implique justement une situation de contrôle hyper répressif militaire sur un territoire qui n'est pas le sien. Et je crois que la lutte du peuple palestinien est complètement reconnue comme étant une lutte de libération nationale depuis déjà au moins 60 ans, et les premières organisations politico-militaires que sont la ACFA et l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, est reconnue au niveau international comme étant une organisation qui lutte pour la libération d'un État qui est colonisé. Et donc cet aspect, si vous voulez, juridique, il est très très important. Et le droit à la résistance, il est complètement proscrit, alors que pour le cas de l'Ukraine, le droit à la résistance est utilisé à son paroxysme, et notamment pour s'offrir le droit d'être co-belligérant et d'envoyer des centaines de milliards de dollars d'armement de pointe en justement utilisant le principe du droit à la résistance des peuples opprimés. Et donc, pour l'oppression du peuple palestinien, elle est vraiment caractérisée à différentes échelles. Il ne s'agit plus de l'approuver, que ce soit les prisonniers politiques, que ce soit le droit des réfugiés au retour, que ce soit la situation d'apartheid, tout est caractérisé. Et Gaza est le plus grand camp de concentration au monde, selon l'aveu des organisations internationales. Reda, brièvement. Oui, pour compléter, parce que vous parliez tout à l'heure de terminologie, il faut savoir que dans le langage des Nations Unies, le terme terrorisme n'est pas retenu. Donc, puisque c'est les Nations Unies qui votent les résolutions, il serait plus convenable que toutes ces agences de presse tiennent compte de la terminologie qui est utilisée par les Nations Unies pour qualifier les belligérants, et pas être dans une posture subjective pour qualifier les uns et les autres selon le positionnement de tout un chacun. Voilà. Voilà. Merci, messieurs. Avant de quitter cette émission, je voudrais terminer avec cette image de la naissance d'un bébé à Gaza, malgré les bombardements, malgré les difficultés justement à soigner les blessés, à soigner les mères justement enceintes. Il y a la vie qui continue à Gaza, et je voudrais terminer sur cette image très belle d'un bébé. Je vous laisse regarder, et je vous dis à la semaine prochaine. صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي ما شاء الله عليك يا رب.